Quand l'agitation de ce changement de personne se fut calmée, on parla spontanément, sans transition, de la question du Maroc et de la guerre en Orient, et aussi des embarras de l'Angleterre à l'extrémité de l'Afrique. Ces dames discutaient ces choses de mémoire, comme si elles eussent récité une comédie mondaine et convenable, répétée bien souvent. Une nouvelle entrée eut lieu, celle d'une petite blonde frisée qui détermina la sortie d'une grande personne sèche, entre deux âges. Et on parla des chances qu'avait M. Linnet pour entrer à l'académie. La nouvelle venue pensait fermement qu'il serait battu par M. Cabanon-Lebas, l'auteur de la belle adaptation en vers français de Don Quichotte pour le théâtre. Vous savez que ce sera joué à l'Odéon l'hiver prochain. Ah, vraiment, j'irai certainement voir cette tentative très littéraire. Madame Walter répondait gracieusement avec calme et indifférence, sans hésiter jamais sur ce qu'elle devait dire, son opinion étant toujours prête d'avance. Mais elle s'aperçut que la nuit venait et elle sonna pour les lampes tout en écoutant la causerie qui coulait comme un ruisseau de guimauve. Et, en pensant qu'elle avait oublié de passer chez le graveur pour les cartes d'invitation du prochain dîner. Elle était un peu trop grasse, belle encore à l'âge dangereux où la débâcle est proche. Elle se maintenait à force de soins, de précautions, d'hygiène et de pâte pour la peau. Elle semblait sage en tout, modérée et raisonnable, une de ces femmes dont l'esprit est aligné comme un jardin français. On y circule sans surprise, tout en y trouvant un certain charme. Elle avait de la raison, une raison fine, discrète et sûre, qui lui donnait lieu de fantaisie, de la bonté, du dévouement et une bienveillance tranquille, large pour tout le monde et pour tout. Elle remarqua que Duroy n'avait rien dit, qu'on ne lui avait point parlé et qu'il semblait un peu contraint. Et comme ces dames n'étaient point sorties de l'académie, ce sujet préféré les retenait toujours longtemps. Elle demanda: Et vous, qui devez être renseigné mieux que personne, monsieur Duroy, pour qui sont vos préférences? Il répondit, sans hésiter: Dans cette question, madame, je n'envisagerai jamais le mérite, toujours contestable, des candidats, mais leur âge et leur santé. Je ne demanderai point leur titre, mais leur main. Je ne chercherai point s'ils ont fait une traduction rimée de Lope de Vega, mais j'aurai soin de m'informer de l'état de leur foie, de leur cœur, de leurs reins et de leur moelle épinière. Pour moi, une bonne hypertrophie, une bonne albuminurie et surtout un bon commencement d'ataxie locomotrice vaudrait 100 fois mieux que 40 volumes de digression sur l'idée de la patrie dans la poésie paresque. Un silence étonné suivit cette opinion. Madame Walter, souriant, reprit: Pourquoi donc? Il répondit: Parce que je ne cherche jamais que le plaisir qu'une chose peut causer aux femmes. Or, madame, l'académie n'a vraiment d'intérêt pour vous que lorsqu'un académicien meurt. Plus il en meurt, plus vous devez être heureuse. Mais pour qu'il meure vite, il faut les nommer vieux et malades. Comme on demeurait un peu surpris, il ajouta: Je suis comme vous d'ailleurs, et j'aime beaucoup lire dans les Échos de Paris le décès d'un académicien. Je me demande tout de suite qui va le remplacer, et je fais ma liste. C'est un petit jeu très gentil auquel on joue dans tous les salons parisiens, après à chaque trépas d'immortel. Le jeu de la mort et des 40 vieillards. Ces dames, un peu déconcertées encore, commençaient cependant à sourire. Tant était juste sa remarque. Il conclut en se levant: C'est vous qui les nommez, mesdames, et vous qui ne les nommez que pour les voir mourir. Choisissez-les donc vieux, très vieux, le plus vieux possible, et ne vous occupez jamais du reste. Puis il s'en alla avec beaucoup de grâce. Dès qu'il fut parti, une des femmes déclara: Il est drôle ce garçon, qui est-ce? Madame Walter répondit: Un de nos rédacteurs qui ne fait encore que la menue besogne du journal, mais je ne doute pas qu'il arrive vite. Duroy descendait le boulevard Malherbe gaiement, à grands pas, dansant, content de sa
chef des Échos et invité à dîner chez Madame Walter. Il vit tout de suite un lien entre les deux nouvelles. La Vie française était avant tout un journal d'argent, le patron étant un homme d'argent, à qui la presse et la députation avaient servi de levier. Se faisant de la bonhomie une arme, il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme, mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qu'il avait tâtés, éprouvés, flairés, qu'ils sont des retors, audacieux et souples. Du roi, nommé chef des Échos, lui semblait un garçon précieux. Cette fonction avait été remplie jusque-là par le secrétaire de la rédaction, M. Boisrenard, un vieux journaliste correct, ponctuel et méticuleux comme un employé. Depuis 30 ans, il avait été secrétaire de la rédaction de 11 journaux différents, sans modifier en rien sa manière de faire ou de voir. Il passait d'une réaction dans une autre, comme on change de restaurant, s'apercevant à peine que la cuisine n'avait pas tout à fait le même goût. Les opinions politiques et religieuses lui demeuraient étrangères. Il était dévoué au journal quel qu'il fût, entendu dans la besogne et précieux par son expérience. Il travaillait comme un aveugle qui ne voit rien, comme un sourd qui n'entend rien, et comme un muet qui ne parle jamais de rien. Il avait cependant une grande loyauté professionnelle, et ne se fut point prêté à une chose qu'il n'aurait pas jugée honnête, loyale et correcte au point de vue spécial de son métier. M. Walter, qui l'appréciait cependant, avait souvent désiré un autre homme pour lui confier les Échos, qui sont, disait-il, la moelle du journal. C'est par eux qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser sans avoir l'air de rien, la chose importante, plutôt insinuée que dite. Il faut, par des sous-entendus, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme ou affirmer de telle manière que personne ne croit aux faits annoncés. Il faut que, dans les Échos, chacun trouve chaque jour une ligne au moins qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. Il faut penser à tout et à tous, à tous les mondes, à toutes les professions, à Paris et à la province, à l'armée et aux peintres, au clergé et à l'université, aux magistrats et aux courtisans. L'homme qui les dirige et qui commande le bataillon de reporters doit toujours être en éveil et toujours en garde, méfiant, prévoyant, rusé, alerte et souple, armé de toutes les astuces et doué d'un flair infaillible, pour découvrir la nouvelle fausse du premier coup d'œil, pour juger ce qui est bon à dire et bon à sceller, pour deviner ce qui portera sur le public, et doit savoir le présenter de telle façon que l'effet soit multiplié. M. Boisrenard, qui avait pour lui une longue pratique, manquait de maîtrise et de chic. Il manquait surtout de la rouerie native qu'il fallait présenter chaque jour. Les idées secrètes du patron, du roi, devaient faire l'affaire en perfection et compléter admirablement la rédaction de cette feuille qui naviguait sur les fonds de l'État et sur les bas-fonds de la politique, selon l'expression de Norbert de Varenne. Les inspirateurs et véritables rédacteurs de la Vie française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. On les nommait à la Chambre la bande à Walter, et on les enviait parce qu'ils devaient gagner de l'argent avec lui et par lui. Forestier, rédacteur politique, n'était que l'homme de paille de ces hommes d'affaires, l'exécuteur des intentions suggérées par eux. Il lui soufflait ses articles de fond, qu'il allait toujours écrire chez lui pour être tranquille, disait-il. Mais afin de donner au journal une allure littéraire et parisienne, on y avait attaché deux écrivains célèbres, en des genres différents. Jacques Rival, chroniqueur d'actualité, et Norbert de Varenne, poète et chroniqueur fantaisiste, ou plutôt conteur suivant la nouvelle école. Puis on s'était procuré, à peu près, des critiques d'art, de peinture, de musique, de théâtre et un rédacteur criminaliste. Un rédacteur hippique parmi la grande tribu, mercenaire des écrivains à tout faire, de femmes du monde, domino rose et patte blanche, envoyait des variétés mondaines, traitait les questions de mode, de vie élégante, d'étiquette, de savoir-vivre, et commettait des indiscrétions sur les grandes dames.
Monsieur et Madame de Walter, non, Walter, pardon, prie Monsieur Georges Duroy de leur faire plaisir de venir dîner chez eux le jeudi 20 janvier. Cette nouvelle faveur tombant sur l'hôte l'emplit d'une telle joie qu'il baisa l'invitation, comme il lui fait une lettre d'amour. Puis, il alla trouver le caissier pour traiter la grosse question des fonds. Un chef des échos a généralement son budget sur lequel il paye ses reporters les nouvelles bonnes ou médiocres, apportées par l'un ou l'autre, comme les jardiniers apportent leurs fruits chez un marchand de primeurs. 1200 francs par mois au début étaient alloués à Duroy, qui se proposait bien d'en garder une forte partie. Le caissier, sur ses représentations pressantes, avait fini par lui avancer 400 francs. Il eut, au premier moment, l'intention formelle de renvoyer à Madame de Marelle les 280 francs qu'il lui devait, mais il réfléchit presque aussitôt qu'il ne lui resterait plus entre les mains que 120 francs, somme tout à fait insuffisante pour faire marcher d'une façon convenable son nouveau service, et il remit cette restitution à des temps plus éloignés. Pendant 2 jours, il s'occupa de son installation, car il héritait d'une table particulière et de casiers à lettres dans la vaste pièce commune à toute la rédaction. Il occupait un bout de cette pièce, tandis que Boisrenard, dont les cheveux d'un noir ébène, malgré son âge, était toujours penché sur une feuille de papier, tenait l'autre bout. La longue table du centre appartenait au rédacteur volant. Généralement, elle servait de banc pour s'asseoir, soit les jambes pendantes le long des bords, soit à la turque sur le milieu. Il s'était quelquefois 5 ou 6 accroupis sur cette table, et jouant au bilboquet avec persévérance, dans une pose de magot chinois. Duroy avait fini par prendre goût à ce divertissement, et il commençait à devenir fort sous la direction et grâce au conseil de Saint-Bautin. Forestier, de plus en plus souffrant, lui avait confié son beau bilboquet en bois des cils, le dernier acheté, qu'il trouvait un peu lourd, et Duroy manœuvrait d'un bras vigoureux la grosse boule noire au bout de la corde en comptant tout bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arriva justement pour la première fois à faire 20 points de suite, le jour même où il devait dîner chez Madame Walter. Bonne journée, pensa-t-il, j'ai tous les succès, car l'adresse au bilboquet conférait vraiment une sorte de supériorité dans les bureaux de la vie française. Il quitta la rédaction de bonne heure pour avoir le temps de s'habiller, et il remontait la rue de Londres quand il vit trotter devant lui une petite femme qui avait la tournure de Madame de Marelle. Il sentit une chaleur lui monter au visage, et son cœur se mit à battre. Il traversa la rue pour la regarder de profil. Elle s'arrêta pour traverser aussi. Il s'était trompé. Il respira. Il s'était souvent demandé comment il devrait se comporter en la rencontrant face à face. La saluerait-il ou bien aurait-il l'air de ne point la voir? Je ne la verrai pas, pensa-t-il. Il faisait froid, les ruisseaux gelés gardaient des empattements de glace, les trottoirs étaient secs et gris sous la lueur du gaz. Voilà, c'est tout ce que je vous lirai aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis